Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la formation d'un nouveau gouvernement. Une semaine après la nomination d'un nouveau Premier ministre, le pays est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Boubou Cissé poursuit les négociations, les rencontres pour obtenir un gouvernement dans lequel toute la classe politique, majorité, opposition, société civile et groupes armés auront leur place. Nos invités sur ce plateau, Ali Tunkara, sociologue, Mamadou Sissoko, politologue, Mamadou Diouara, sociologue. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Un document intitulé « Projet de protocole d'accord politique » est sur la table des négociations en réponse à l'accord politique et la feuille de route proposée par l'opposition. Amadoune Amameiga revient sur la question. Dans cet avant-projet d'accord de 18 articles, le Premier ministre exprime sa volonté de former un gouvernement de large ouverture. Toutefois, il explique que le gouvernement formé ne saurait servir de terrain de promotion politique d'un parti ou d'un groupement. Le document indique aussi que même s'il y a accord entre les différentes parties, le chef de gouvernement reste le seul maître à bord et il ne saurait y avoir un partage de pouvoir. Cette contre-proposition de la majorité fait suite aux propositions faites par certains partis de l'opposition pour la constitution du nouveau gouvernement. Réunis au sein du Front pour la sauvegarde et la démocratie FSD et la coalition des forces patriotiques COFOP, ces partis fixent certaines conditions à leur participation au gouvernement de Boubou Cissé. Avoir des échanges approfondis sur la structure du gouvernement et le profil des ministres, déterminer ensemble les quotas des ministres de la majorité, de l'opposition et de la société civile, voilà entre autres ce qu'ont exigé les deux coalitions de l'opposition. Malgré ces divergences, les priorités restent les mêmes, aussi bien pour le Premier ministre que pour l'opposition, à savoir un dialogue national, les réformes institutionnelles et politiques et les crises sécuritaires et éducatives. Alors, vous venez d'entendre ce petit résumé de la situation. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Sissoko. Que pensez-vous de ce protocole d'accord politique ? Bon, moi je trouve que c'est normal quand les gens veulent s'engager dans un combat politique ou dans le cadre d'un gouvernement, s'il faut parler, c'est normal qu'on définisse d'abord les conditions ou un programme où tout le monde pourra vraiment se voir. Il faudra définir d'abord les règles, il faudra définir les objectifs, il faudra définir également la durée et certaines conditions, c'est-à-dire de gouvernance. Mais aujourd'hui, le président de la République, en désignant de façon unilatérale le Premier ministre, a voulu marquer son refus du partage du pouvoir. Or, la classe politique semble viser le partage du pouvoir. Et je crois qu'à ce niveau, où je note un certain blocage. Et ce blocage est lié surtout aussi au fait que Boubou n'était pas attendu ici. Quand le président avait consulté les gens, la classe politique avait mis dans sa tête que le président allait leur demander de choisir un homme, de sortir du lot un Premier ministre consensuel. Et tel n'a pas été le cas. Le président a usé de ses prérogatives constitutionnelles pour désigner de façon unilatérale le Premier ministre. Aujourd'hui, la classe politique est frustrée et il refuse aussi de rentrer dans un carcan sans pour autant définir certaines conditions. D'accord. C'est ça le problème. Alors, Monsieur Tunkara, êtes-vous du même avis ? Je pense que je partage entièrement l'avis donné par M. Sissoko. À cela, on peut quand même ajouter qu'effectivement, lorsqu'on regarde les dynamiques qui ont favorisé le départ prématuré du Premier ministre M. Maïga, on s'aperçoit quand même qu'il y avait pas mal d'enjeux. D'une part, on avait des mouvements d'obédience religieuse qui avaient nettement amorcé la dynamique, mais dans le même temps, on avait aussi quand même toute une grogne sociale, notamment de la part des enseignants du fondamental et du secondaire. À cela s'ajoute également toute cette frénésie politique de la part même du parti majoritaire où on avait quand même des députés qui avaient peur de leur sort quant à l'immixtion du Premier ministre dans le parti présidentiel. Donc tous ces facteurs ont fait qu'effectivement
vouloir constituer un gouvernement à l'issue d'une gamme de facteurs qui expliqueraient le départ du Premier ministre M. Maïga, naturellement, une telle composition va se heurter avec pas mal de difficultés parce que n'oublions pas que les différents acteurs en présence ont quand même des finalités différentes, ont des objectifs qui sont parfois même contradictoires. Si vous suivez avec une attention particulière l'élite politique au pouvoir, notamment la mouvance présidentielle, comme priorité, elle brandit clairement, effectivement, les réformes institutionnelles, tandis que les différents partis de l'opposition ont pour urgence, s'il y en a, effectivement, les questions sécuritaires, comment apporter des solutions durables à toutes ces demandes sociétales, notamment de la part des différents syndicats. De la même manière également, ces référentiels religieux également, notamment le mouvement qui avait été conduit par Imam Diko, Imam Haïdara de Nioro, ce sont des acteurs également, pour qui connaît un peu la dynamique politique au Mali, qui pèsent lourdement dans cette composition. Donc c'est pour vous dire que sommes-nous en face de différents acteurs, laquelle pluralité n'aide aucunement le Premier ministre Dr Cissé à arriver à un gouvernement consensuel, dans la mesure où effectivement les acteurs en présence ont non seulement des objectifs tout à fait différents, mais dans les mêmes temps, même des finalités aussi qui sont parfois contradictoires. Il ne faut pas non plus oublier, lorsqu'on questionne le quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta, de son début à aujourd'hui, naturellement, beaucoup d'acteurs politiques commencent à s'interroger, faut-il faire partie du bilan, au terme de quel bilan est-ce ne serons-nous pas comptables, justement. Donc, vous voyez, donc, ce sont des inquiétudes, entre autres, qui me paraissent légitimes, auxquelles les différents acteurs politiques, notamment, font l'objet aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire qu'une telle lenteur était tout à fait entendue. Une telle lenteur se justifie effectivement par la nature des différents acteurs qui rythment aujourd'hui l'offre politique et surtout les attentes qu'ont les Maliens, ne serait-ce que par la composition de l'équipe, il va de soi que la lenteur soit consommée. D'accord. Et vous, M. Diawara, pensez-vous que la lenteur était attendue? Bon, moi je pense que... D'abord, permettez-moi de commencer par dire que je pense que le postulat de base, à mon avis, est mal posé. Parce que on est parti d'une grogne sociale instrumentalisée par quelques individus qui ont réussi à phagocyter les grandes chambres en fait, de la vie active malienne pour poser un ultimatum au président élu. Et quand je regarde la situation, moi je me dis que les élections précédentes n'ont pas donné une leçon suffisante. Parce qu'avant les élections, on se souvient que Bamako a été levé sur pied, que des foules énormes sont sorties plusieurs fois en pensant que la foule était le peuple. Pendant les élections, le peuple malien s'est exprimé et le peuple malien a choisi un président. Ce verdict des urnes, me semble-t-il, n'a pas été respecté. Et encore une fois, la foule veut prendre en otage le suffrage du peuple. Et démocratiquement, pour moi, c'était un coup d'État. Mais quand vous dites que le peuple veut prendre en otage... Oui. Peut-être que les mots sont durs. J'imagine, oui. Mais je le dis, en tout cas, de ce que je pense en tant qu'individu. Je ne parle au nom d'aucune organisation, mais d'un point de vue individuel, quand j'analyse la situation, c'est ce que je vois. Et quand le président parle de gouvernement de large ouverture, je ne pense pas que le mot large ouverture et le mot consensus soient synonymes, de mon point de vue. Pour moi, un gouvernement de large ouverture, c'est un gouvernement qui prend en compte. Mais ce n'est pas un gouvernement qui est composé par l'autre. Il y a une grande différence. Prendre en compte veut dire quoi? Veut dire consulter. Un Premier ministre est nommé, la Constitution est claire. C'est le président de la République qui nomme un Premier ministre. Et le président de la République a nommé un Premier ministre. Maintenant, dans le contexte de crise qu'il y a, il a regardé un certain nombre de choses pour nommer un Premier ministre. Je ne suis pas dans sa tête, ni dans ses secrets, pour savoir pourquoi il a pris Dr Boubou Cissé. Mais dans la nomination de ce monsieur, que je ne connais pas, en tout cas pas assez, je le connais juste depuis quelque temps qu'il est dans le gouvernement, et de très loin, mais dans sa nomination, moi je vois un certain nombre de messages. Le premier message, c'est la récidive du président de la République. La récidive de ne pas confier la primature à son parti. Pour moi, ça c'est une expression qui traduit beaucoup de choses. Ensuite, c'est aussi
peut-être un pas dans le concret pour suivre le discours qu'il a dit en disant que son mandat sera placé sous l'angle de la jeunesse. On peut le critiquer, mais bon, voilà, ça va quand même dans le sens. Il y a une certaine cohérence qui s'y retrouve. Ensuite, dans un contexte sécuritaire, social, où la communauté Peul est au cœur, où on commence à parler d'épuration ethnique dans certains propos, je pense que choisir un Premier ministre dans la communauté Peul, qui de surcroît, en tout cas, n'est pas très loin des communautés qui ont été victimes des massacres ces derniers temps, n'est pas anodin. C'est aussi un message pour dire que l'État reste équidistant et que tout le monde se vaut dans la République telle qu'elle. À mon avis, c'est également un autre message qui est envoyé à la classe politique pour dire, comme M. Sissoko l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, je suis le président de la République du Mali, je le reste. Mes fonctions ne sont pas à partager, c'est le peuple qui me les a confiées. J'ai choisi mon Premier ministre. Maintenant, je pense de mon point de vue personnel qu'il n'est ni légitime, ni démocratique, ni nécessaire que l'opposition, quelle qu'elle puisse être puissante dans la rue, choisisse le Premier ministre. C'est une inversion des rôles qui est démocratiquement contre-productive. À ce sujet, je vous propose d'écouter M. Sarr à ce sujet. Il est membre du Front de sauvegarde pour la démocratie. Nous ont amené à faire des concessions énormes, à émettre un projet d'accord politique, mais qui malheureusement a été mis de côté de façon totalement discourtoise. Et ils nous ont envoyé à faire une contre-proposition qui ne reflète à aucun moment les desiderata de l'opposition et qui ne démontre pas d'une prise de conscience de la situation générale que vit le pays. Face à ça, on nous a opposé le fait que le pays ne peut pas rester en gouvernement en attendant que c'est dilatoire de leur côté. Ils n'ont aucune sincérité, ils n'ont aucune volonté de faire en sorte que l'ensemble des forces du Mali se retrouvent dans la même direction et pour faire en sorte que notre pays puisse sortir de la situation actuelle. En tout cas, nous estimons que l'opposition politique restera sur cette position de principe et fera en sorte que notre pays puisse amorcer ce grand dialogue national attendu de tout le monde pour que les fils du Mali, les filles et les fils du Mali puissent parler d'une même voix et faire en sorte que notre pays sorte de cette situation dramatique. Moi, je pense que le dialogue national est une chose. L'inversion des rôles dans l'exercice du pouvoir en est une autre. Le dialogue national, c'est quand on accepte de se retrouver pour discuter sur les questions importantes de la nation, qu'on partage les idées, qu'on partage les stratégies. Là, c'est un dialogue national. Le gouvernement de large ouverture, encore une fois, c'est une mesure pour permettre à tout le monde d'être pris en compte, de prendre chez chacun la compétence que le gouvernement estime, en tout cas que le Premier ministre et le Président estiment pouvoir les servir, parce qu'avant tout, un Premier ministre élabore une politique générale qui doit être validée par l'Assemblée. Cette politique générale engage le Premier ministre, il est responsable devant le peuple et devant le Parlement vis-à-vis de cela. Donc à cet effet, on ne peut pas demander à ce que l'opposition choisisse. C'est pas possible, c'est contre-productif, c'est contre-constitutionnel. D'accord, oui, monsieur Sissoko. Moi, je dirais qu'il faut replacer le débat. Personne ne conteste les compétences présidentielles. C'est le président de la République qui a tendu la main à la classe politique au regard de la gravité de la situation. On ne parle plus d'insécurité résiduelle. Tout le monde est conscient que la situation est grave. Et le président a même dit que nous sommes en guerre. Donc, c'est pour vous dire que la situation est grave. Et dès l'instant que c'est grave, il a pris la résolution de façon personnelle pour tendre la main à la classe politique, à l'opposition, pour s'associer et sortir de la situation. Donc, c'est à partir de cette initiative constructive que l'opposition ou la classe politique aussi a dit il est de bonne foi, alors nous allons vraiment nous mettre à sa disposition. Nul ne demande au président de laisser la nomination du Premier ministre par la classe politique. La Constitution dit que c'est le président qui nomme le Premier ministre. L'opposition ne s'est jamais occupée de la nomination du Premier ministre. Mais je parle de la désignation. Nous sommes devant une situation conflictuelle. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, était là. Il faut rectifier, il a été un peu dur. Ce n'est pas une foule qui est sortie. C'est un peuple. C'est une partie du peuple
C'est important. C'est une partie du peuple, une partie de citoyens et d'une importance numériquement importante qui a manifesté, qui a voulu le départ du Premier ministre pour des raisons évidentes. Donc, c'est ainsi que le Premier ministre est parti. Donc, l'action gouvernementale a été mise en cause, même par le parti présidentiel. Donc, c'est dans cette situation gravissime que le président de la République, le meilleur parmi nous, le plus sage parmi nous, le grand serviteur du peuple, a décidé d'appeler tous les citoyens à ce qu'on s'associe pour sortir de la crise. Mais et dans ce cadre-là... À travers les propos de M. Sarr, diriez-vous que c'est réellement le cas? Malheureusement, la désignation, la façon dont Boubou a été unilatéralement désigné, a posé problème. Ce n'est pas parce que Boubou est incompétent. Ce n'est pas parce que Boubou n'a pas les compétences requises. Mais cela ne retient-il pas les propos de M. Diawara? Non, c'est parce qu'on n'attendait pas Boubou à ce poste. On s'attendait à un homme consensuel. C'est-à-dire on s'attendait que... Quand vous dites un homme consensuel... Le président allait dire à la classe politique, donnez-moi un nom. Mais ça, c'est l'inversion des rôles, justement. Non, la désignation et la nomination, conceptuellement, c'est différent. Oui, mais dans la fin de voilà. Nommer et désigner, c'est pas la même chose. D'accord. Voilà. Le président, pour mettre à l'aise la classe politique, comme lui l'a toujours choisi, c'est sa prérogative constitutionnelle de choisir, de désigner et de nommer. Nul ne peut contester ça. Mais cette fois-ci, comme il veut réunir tout le monde autour de sa politique et de son initiative, il serait mieux, après avoir contacté les gens, il serait mieux de leur en parler avant de formaliser. Vous savez, quand on est président de la République, on est au-dessus de la mêlée. Le président de la République, c'est le plus sage parmi nous. C'est le meilleur parmi nous. C'est pourquoi on l'a choisi. Donc, il doit prouver constamment, continuellement, aller au-delà des contradictions et favoriser toujours la cohésion sociale. Et c'est dans cet esprit, si j'étais son conseiller, je lui dirais, après avoir conseillé et écouté les gens, quel est le nom, quel est le profil qui sort de la consultation. Ce n'est pas que Boubou est mauvais, je le répète. Boubou a des compétences, il a démontré ses compétences comme ministre des Mines, comme ministre des Finances. Au niveau du cabinet, il est sérieux et il ne traîne pas de casserole. Mais cependant, il n'était pas l'homme qui était attendu ici. Voilà, c'est ça qui frustre. Oui, M. Tounkara, attendez, M. Diawara. Je pense que lorsque les prérogatives contribuent justement à la défaillance et à la méfiance d'un nombre important du point de vue démocratique, effectivement, je pense que ce sont des prérogatives qui doivent être mises dans les tiroirs. Et je comprends aisément, effectivement, le point de vue de M. Diawara, qui est tout à fait constitutionnaliste, mais au regard de ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait jusqu'ici, et naturellement, effectivement, le peuple qui est sorti ces derniers temps, il est quand même, du point de vue numérique, très légitime. Et quand vous écoutez les différents acteurs qui sont à l'origine de cette situation de bouleversement, ce sont des acteurs quand même qui sont loin d'être satisfaits effectivement de ce qui a été obtenu en termes de résultats par ce quinquennat. Donc c'est pour vous dire qu'au nom même de la démocratie, au nom même aussi de la Constitution, et il est de la responsabilité du président de la République aujourd'hui de reconnaître ses limites. En reconnaissant ses limites, naturellement, il n'allait pas seulement engager les acteurs et ne pas les écouter. Je pense que fondamentalement, la démarche elle a été saluée par l'ensemble de la classe politique, mais sauf que la démarche proposée n'est pas celle qui a été empruntée. C'est cela, tous les paradoxes, justement. L'idée en soi, elle est tout à fait bonne. Mais sauf que sa mise en pratique a nettement faussé. Donc c'est pour vous dire que, attention, ne succombons pas au charme des textes, ne succombons pas au charme des prérogatives, qu'on soit dans les prérogatives ou dans les textes, fondamentalement, ce qui est recherché, ce sont plutôt à comment combler aujourd'hui les attentes d'un nombre important de Maliens, qui sont entre autres les questions sécuritaires,
les questions d'employabilité des jeunes, justement, à comment apporter des solutions durables à toutes ces gorognes sociales. Voilà des attentes dont les Maliens ont vis-à-vis à ce sujet même, je vous propose d'écouter l'honorable Boubacar Sissoko, député de la majorité élu à Kéniéba. Le document est effectivement arrivé dans lequel il soulève quelques préoccupations telles que le partage des responsabilités, le partage des pouvoirs comme eux-mêmes le disent, définir le profil des ministres, définir le rang protocolaire des différents ministres. Donc le document est arrivé, hier seulement ça passé à l'étude. Je pense que le président de la République, contrairement à ce qu'il dit, a vraiment envie cette fois-ci de faire l'inclusivité et de prendre vraiment toutes les sensibilités en compte pour la formation du gouvernement. Donc pour moi, il n'y a pas de blocage, c'est seulement question de mise en forme. Incessamment, la ligne va apparaître. Monsieur Tounkara. Non, je pense que lui, c'est un politique qui parle, il est dans le déni de l'évident, il y a naturellement du blocage. Je comprends heureusement. Mais M. Sarr également a dit qu'il n'y avait pas de blocage. Non, je pense qu'il ne faut pas aller avec le dos de la cuillère. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, les priorités sont tellement plurielles comme les acteurs le sont également. Il va de soi qu'il y ait un blocage. Imaginons aujourd'hui qu'on demande à une partie de l'opposition une fois qu'il va accepter de faire partie de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera constituée d'un mois à l'autre, il aura comme priorité les réformes institutionnelles. Je ne pense pas qu'une telle offre soit validée par ces partis d'opposition. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ce sont des questions entre autres qui sont quand même fondamentales. Et si vous écoutez avec une attention particulière les différentes sorties du président de la République, effectivement, ce sont des sorties qui ont quand même mis un accent particulier sur les réformes institutionnelles. Tandis que nous avons d'autres préoccupations aujourd'hui. Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'aller vers ces réformes. Mais dans le même temps, on est d'accord aussi qu'aujourd'hui, au regard des enjeux contemporains, lesquels enjeux font qu'aujourd'hui, effectivement, parler des réformes, c'est une insulte vis-à-vis du peuple souverain. Et vous questionnez dans la rue les différents Maliens, qu'ils soient de la classe moyenne, même de l'élite politique. Ils vous diront clairement qu'effectivement, ils ont d'autres besoins fondamentaux qui veulent que ceci soit satisfait. Et ce sont des besoins, effectivement, même l'accès à l'eau potable, toutes ces questions sécuritaires, justement, à comment apporter des solutions à la question d'école. N'oublions pas quand même que l'école fondamentale a cessé d'étudier il y a plus de 3 mois de cela. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dans un pays en déliquescence, comment peut-on parler même des réformes institutionnelles, tandis que l'existant n'est même pas appliqué. Je pense qu'il ne faut pas déplacer le centre de gravité. Je reconnais avec l'élite politique en place qu'effectivement, parmi les fondamentaux de l'accord, il y a lié d'amorcer ces réformes. Mais si les Maliens étaient au cœur de ces fondamentaux de l'accord, je suis persuadé que les réformes allaient être perçues comme marginales. Mais si vous rendez des priorités marginales d'un peuple souverain, naturellement, les possibilités de soulèvement ne sont pas à exclure. Donc, ce qui attend clairement M. Cissé également, s'ils ne sortent pas de ces dénis de l'évident. Je reconnais toute cette pression exercée ça et là, parfois de la part des acteurs extérieurs, lesquelles pressions sont tout à fait fortes, parce que ce sont ces acteurs extérieurs qui nous financent aujourd'hui dans pas mal de domaines. Mais je pense qu'il a intérêt aujourd'hui de s'appuyer sur les peuples maliens, effectivement, afin justement de s'opposer à certaines pressions, afin même de rejeter certaines pression au nom même de la souveraineté du peuple malien. D'accord. Oui, M. Diarra. Bon, vous savez, c'est un débat d'école. Ouais. Est-ce que les problèmes, notamment les services sociaux de base, sont prioritaires? Est-ce que les réformes sont prioritaires? Les réformes sont normalement faites pour une meilleure prise en charge des préoccupations quotidiennes. Quand on réforme l'État, c'est pour créer des institutions, c'est pour réorganiser le pays de sorte à ce qu'on puisse mieux appréhender les problèmes et qu'on puisse apporter de meilleures solutions. Maintenant, chacun peut être dans son école, penser qu'il faut d'abord résoudre les problèmes avant de réformer, parce que si tout va bien, il n'y a pas de raison de réformer. On décide de réformer parce que ça ne va pas. Donc ça, c'est une question d'école. Je ne pense pas qu'il faille progresser sur ça. Par contre, là où je voudrais vraiment réagir, je concède à M. Sissoko, et je crois que j'ai fait une boutade en parlant de foule. Je reviens pour corriger mon propos et présenter mes excuses, dire que c'est une partie du peuple.
Je crois que c'est important de le dire. Et c'est une partie importante du peuple aussi. Mais ce n'est pas tout le peuple. Voilà. Ça, c'est la preuve de ta grandeur. Merci beaucoup. Donc, à ce niveau, je pense que c'est important de le préciser. Maintenant, pour revenir aux questions. Moi, je suis de ceux qui ont demandé, qui continuent de demander, en tant que citoyen malien, au président Ibrahim Boubacar Keïta d'ouvrir le plus largement possible à toutes les sensibilités. Pourquoi? Parce que simplement, on est un pays riche en cadres, riche en compétences. Des compétences utilisées partout en Afrique. Combien de nos grands cadres sont aujourd'hui conseillers techniques de présidents africains par-ci, par-là, sollicités pour des grands programmes à travers le monde? Mais on a des compétences. Ces compétences, il faut les mobiliser parce qu'il ne doit pas être le président d'un parti ou d'un clan, il doit être le président du peuple malien. Mais n'est-ce pas le À ce titre, il doit utiliser tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que là où moi je ne suis pas d'accord avec la démarche actuellement en cours, c'est que la main tendue du président qui a eu lieu avant la motion de censure, parce qu'il faut reconnaître que le président, depuis son élection, a tendu sa main qui est restée longtemps tendue avant d'être prise. Ensuite, suite à des initiatives de l'ex-premier ministre prises pour rencontrer les différents partis politiques, tout le monde à tour de rôle a dit « nous avons pris la main tendue du président ». Ensuite, le chef de file de l'opposition a fait une déclaration pour dire « nous n'avons pas pris la main tendue du président, nous avons pris la main tendue du RPM ». Quelques mois après, on voit le RPM et cette opposition déposer une motion de censure contre le gouvernement. Au même moment, on a assisté à la vague de démission des députés qui ont quitté le RPM pour aller vers Asma. On a assisté à un certain nombre d'agitations politiques qui font que la classe politique, dans ses objectifs politiciens, a un agenda. Cet agenda rentre en cohérence avec les frustrations d'un certain nombre de syndicats qui, après plusieurs années de revendications, en sont arrivés à bout et estiment devoir sortir, aller dans la rue. Au même moment, des événements sécuritaires, insécuritaires majeurs traumatisent l'opinion publique. Donc, cette vague tout azimut de frustration et de consternation a trouvé le moyen de se conjuguer à travers une manifestation publique. Et cela, la classe politique veut l'utiliser pour que la main tendue du président, ça y est qu'au lieu de répondre à la sollicitation de venir l'aider à gouverner, on veut qu'il laisse la classe politique décider de qui va être le Premier ministre. Moi, je suis d'accord avec vous que la désignation et la nomination sont deux choses différentes. Et le président peut décider de son propre chef de céder la désignation à la classe politique, dans la logique de ce qu'il a initié. Mais la classe politique ne devrait pas exiger cela. C'est une initiative qui doit venir de lui et non l'inverse. S'il ne le faisait pas, la classe politique n'a aucune raison légitime de l'en vouloir pour ça. S'il le fait, ça ne participe qu'à le grandir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je ne veux pas qu'on inverse en fait les rôles. Mais je suis d'accord avec la nécessité d'ouvrir à toutes les forces politiques. Parce qu'il y a des compétences aujourd'hui dont on a besoin, dont on n'a pas besoin de se priver. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment l'élément fondamental sur lequel je pense qu'il est important d'insister. Maintenant, Ali a parlé tout à l'heure des crises qui ont lieu du point de vue sécuritaire, du point de vue des revendications. Vous savez, la situation à laquelle le pays fait face est une situation qui est en train de s'empirer au niveau local, de mon point de vue, par une faible compréhension de la chose par l'État. Et qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, c'est que, vous savez, depuis longtemps, à ce peuple, on a superposé beaucoup de choses. On est venu imposer des formes d'existence. Les collectivités existantes ont été créées sur le peuple. Ça n'a jamais été les collectivités du peuple. Le peuple a été amené à les animer sans que ce ne soit son émanation, ce qui fait que les citoyens considèrent ces collectivités comme la propriété de l'État et que c'est à l'État de s'en occuper. Ça, c'est un élément important que les gens ne comprennent pas. Deuxièmement, les politiques qu'on est en train d'amener sont des politiques également qui viennent se superposer sur une existence sociale qu'on n'a pas cherché à bien comprendre. Il y a une dynamique sociologique fondamentale qui est en train aujourd'hui
d'être transformée par des éléments nouveaux venus. L'interaction traditionnelle entre les communautés sur le terrain est en train d'être altérée par des acteurs nouveaux, par des moyens nouveaux, par des enjeux nouveaux et par des absences nouvelles, comme l'absence de l'État. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tout cet ensemble de nouveaux qui arrive au niveau local crée un bouleversement absolu et trouve le moyen de se transformer en crise qui se complexifie au fur et à mesure. Et je pense que les réponses construites jusqu'à présent n'ont pas pris suffisamment en compte cette complexité. Voilà pourquoi il est davantage important d'avoir un gouvernement de large ouverture. Mais pour ce faire, est-ce que cela est possible? Si nous devons, c'est possible, mais bien sûr que c'est possible. On a des compétences dans tous les partis politiques. Il faut rencontrer tous les partis, discuter avec tous les partis. Mais n'est-ce pas déjà le cas? C'est ce qui est en train de se faire. C'est pourquoi moi je dis, il faut qu'on laisse le processus se poursuivre. Un Premier ministre a été nommé qui n'est pas dans un parti, c'est un départ. Donc il n'est pas nécessairement attaché à quelqu'un ou à quelque chose, en tout cas du point de vue officiel. Je ne sais pas si dans les coulisses il y a autre chose, mais je n'en ai pas connaissance. Est-ce que vous voyez? Ce Premier ministre, il est technocrate, il est compétent pour les questions économiques, puisque c'est des revendications d'ordre de salaire, des questions économiques qui sont sur la table. Il est censé avoir les moyens de répondre à ça du point de vue expertise. Ce Premier ministre, il a de l'expérience dans le gouvernement depuis un certain temps. Il était au ministère de l'économie et des finances. Donc tous les dossiers, quels qu'ils soient, de tous les départements, passent par sa table. Il a une vue holistique de la question. Donc normalement, la classe politique devrait dire Alléluia, quoi, et se rassembler derrière celui-ci. Donner les compétences. Chacun, chaque parti, société civile ou parti politique, donne les compétences qu'ils estiment pouvoir être utiles. D'accord. Monsieur Tounkara. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se faire. D'accord. Voilà. Alors, selon vous, est-ce qu'un nouveau gouvernement va changer quelque chose dans la situation actuelle? Franchement, en toute objectivité, on saura quand les noms seront communiqués ça et là. Mais fondamentalement, à partir de l'existant déjà qui est Premier ministre, d'ailleurs, Diouara a bien fait de le rappeler, il est quand même comptable du bilan auquel les Maliens ne sont pas plus satisfaits. Donc c'est pour vous dire que, en toute franchise, si le président de la République avait bien entendu, comme il aime employer l'expression, s'il avait entendu ces cris des Maliens, j'ai la ferme conviction qu'il n'allait pas désigner quelqu'un qui est comptable du bilan quand même, qui me paraîtrait catastrophique sur tous les domaines. Alors je pense fondamentalement, ce n'est pas la personne du docteur Boubou qui est remise en cause ici, mais plutôt l'équipe dans laquelle il a quand même pris part jusqu'ici. Aujourd'hui, ici, nous assistons à tous ces bouleversements parce que les différents engagements pris par le président de la République étant candidat, ces engagements sont loin d'être honorés. Prenez n'importe quel secteur, vous allez vous rendre compte quand même que tout ce qu'il a pris en termes d'engagement, on est loin du bout du tunnel. Donc c'est pour vous dire que choisir quelqu'un du système, à mon entendement, il n'a fait que déplacer les centres de gravité. Aujourd'hui, les Maliens, on connaît entre nous des hommes très intègres, des hommes qui ne traînent pas de casseroles. Je crois que M. Sissoko l'a dit, mais je pense quand même qu'on sait pertinemment que Dr Boubou, pendant la grève de la magistrature, des échos ont été entendus ça et là, lesquels échos font état de certaines malversations financières qui n'ont pas été prouvées, n'ont plus démenti. Donc c'est pour vous dire que dans un état sérieux, quand des soupçons naissent de la sorte, naturellement, vous n'avez pas la légitimité du point de vue éthique, du point de vue moral, de conduire des hommes dans un pays en crise. Et moi, à la place du président de la République, j'allais choisir autrement. Au nom même de la démocratie. C'est cela, je pense qu'on est plus dans le référentiel verbal démocratique, mais dans les faits, je ne pense pas que l'élite politique en place aujourd'hui serait en phase avec l'écrasante majorité des Maliens. Si vous entretenez avec des Maliens, vous allez vous rendre compte que les attentes sont d'un décalage total avec ce que l'élite politique leur propose. Donc c'est pour vous dire que le choix du Dr Cissé pourrait être salutaire pour quelqu'un qui serait dans une sorte de raccourci. Mais lorsqu'on s'intéresse au quinquennat, dans son ensemble, naturellement, il n'est pas un choix approprié du point de vue objectif au regard du bilan qu'on pourrait établir à ce stade de la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'est pour vous dire que l'équipe qui va sortir de ces différentes consultations pourrait être le reflet
justement de ces bilans aussi mitigés. C'est là que je ne suis pas trop d'accord avec Diawara de s'attarder sur les prérogatives du moment où ce sont ces mêmes prérogatives qui expliqueraient aujourd'hui le dysfonctionnement, ce sont ces mêmes prérogatives qui expliqueraient aujourd'hui cette récurrence de soulèvements ou de marches. Oui. Je comprends très bien, mon cher ami Ali, dans sa logique, je le comprends très bien. Ça dépend des angles qu'on prend pour analyser la question. Mais moi, je dis une chose rapidement pour que la parole passe à mon cher aîné. Vous savez, quand on prend le quinquennat dont il parle, moi, je ne dirais même pas le quinquennat, je dirais du premier mandat d'Ibeka à nos jours. Regardons l'historique des premiers ministres nommés. Le premier Premier ministre qu'il a nommé, il est en dehors, on va dire c'est un Malien de l'extérieur. Ok? Tatamli. Mais est-ce qu'on a donné le temps à Tatamli? Non. Tatamli est arrivé, à peine arrivé, le parti majoritaire s'est associé à l'opposition pour le faire partir. Le président avait choisi un jeu. Ok? À la présidence, il a mis Mahamadou Kamara, secrétaire général. Dans les postes clés du gouvernement, il a nommé des jeunes. À l'Assemblée, le deuxième vice-président, c'était Cham. N'est-ce pas? Bref, les jeunes étaient là. Alors, on a chassé ceci. Il a récidivé en amenant Moussa Mara. Moussa Mara est arrivé. Tout de suite, le RPM s'est constitué avec l'opposition pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et jusqu'à le faire partir. Les circonstances dans lesquelles il est parti, ça fait l'objet d'un grand débat national. Mais ces débats, moi je pense que bon, il était alambiqué. Mais ça c'est un élément. Non, j'arrive, je finis là-dessus. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Il appelle Modibo Keïta, donc le vieux qui a toute la respectabilité qu'il faut, en estimant que lui au moins on va le respecter, on le laissera travailler. Le vieux arrive, quels sont les sales mots qu'on n'a pas dit sur lui? Quels sont les dossiers qu'on n'a pas essayé de fabriquer sur lui? Finalement, il a dit quitter. Pour une fois, il a laissé la primature à son parti en appelant Ablaye Idrissa. Au bout d'un certain temps, le bilan était là. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel, entre guillemets, à celui qu'on a appelé le tigre. N'est-ce pas? Bon, je ne sais pas si c'est un tigre ou pas, dans tous les cas, on l'a appelé. Mais l'hémicycle tout entier, dans ces deux branches, l'a applaudi. N'est-ce pas? Il a réalisé le miracle des élections, même si ça a été contesté après. Il a essayé de faire face à un certain nombre de questions. Quelques mois, et moi ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a quelques mois, l'unanimité était là. Tout le monde a dit non, on prend la main, on va travailler ensemble, le problème est fini, maintenant on va aller. Quelques instants après, il y a eu la fameuse histoire de l'éducation pour tous. Et puis, le vent de la démocratie est parti à Nioro pour revenir au Haut Conseil islamique et finir dans la rue. Le Premier ministre est parti. Moi je me dis à un moment donné, qui est bon? Qui est éligible? Qui peut être consensuel? Y en a-t-il vraiment? Oui. À un moment donné, il faut que celui qui a le mandat de gouverner gouverne, quoi. Nous allons demander à M. Sissoko s'il a une idée de réponse à ces questions-là. Il y a beaucoup de points qu'il faut corriger rapidement. D'abord, s'agissant des réformes constitutionnelles, la Constitution elle-même dit, comme il aime les textes, qu'aucune révision constitutionnelle ne peut être entamée ni poursuivie lorsque l'intégrité du territoire est compromise. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, il n'est pas question. La question des révisions ne se pose même pas. L'insécurité pose problème, empêche cette révision. Et le fait que aujourd'hui nos populations ne sont pas à l'aise, vraiment, il n'est pas prioritaire aujourd'hui de parler des référendums constitutionnels. Deuxièmement, au regard de la situation, de ce conflit, allons-y en révision, n'allons pas en révision, c'est normal que la classe politique dessine d'abord un programme. Nous allons travailler avec vous, mais dans un cadre bien précis. Ça, je crois que ce n'est pas une mauvaise foi. C'est une fois, la classe politique veut être responsable. Parce que c'est un gouvernement de mission. Il y a des objectifs qui lui seront assignés, qu'il faut atteindre. Chaque ministre sera bien josé et mis à un poste qui lui convient et qui convient à ses compétences. Donc je crois que cette fois-ci, on veut prendre du temps pour le faire. Mais ce qu'on ne dira pas comme il l'a dit, on est sur la scène politique. Ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on a au cœur,
ce n'est jamais la même chose. Mais selon vous, au point où nous en sommes présentement, est-ce qu'un gouvernement d'union nationale est envisageable? Mais je l'avais dit, le gouvernement d'union nationale, c'est quoi? D'autres appellent ça le partage des gâteaux. La population appelle ça un partage de gâteaux. De toutes les façons, tous ceux qui rentreront dans ce gouvernement seront désormais comptables avant les élections présidentielles prochaines. Absolument. Ils seront comptables. Et ce qui est certain, il y a des partis politiques qui ne vont jamais intégrer, mais qui feront tout pour critiquer. Et ils ne vont jamais dire le pourquoi c'est Boubou. Parce que le président a choisi un de ses parents. Boubou est considéré comme son parent. Donc, il n'y a pas eu de changement. On a déshabillé Jean pour habiller Paul. Donc, l'interprétation est dans leur tête. C'est comme ça. C'est ça. Donc, moi, j'aurais voulu que le président de la République aille directement en utilisant ses compétences. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile que ces partis politiques-là s'alignent derrière Boubou. Il est difficile qu'ils acceptent d'aligner, de se mettre derrière Boubou aveuglément. Il faudra d'abord aller à une conférence nationale, que toutes les questions soient débattues et que les conclusions de cette conférence nationale soient en une résolution obligatoire imposée au gouvernement. Voilà ce qu'ils veulent. Dans ce cadre, d'autres sont prêts à intégrer. Mais sans ce schéma-là, le président de la République finira par choisir ses propres hommes. Mais en attendant cette conférence, disons, d'union nationale, le pays restera dans l'attente d'un gouvernement. Bon, de toute façon, la loi n'a jamais déterminé un délai pour constituer un gouvernement. Je vous rappelle qu'en Belgique, déjà, ça fait combien de temps ils n'ont pas de gouvernement? Deuxièmement, nous avons nos structures qui font... Ça handicape notre développement. C'est une situation regrettable. Mais les circonstances font que nous vivons aujourd'hui cette situation. Et aujourd'hui, il est urgent que nous ayons cette institution-là. Il est urgent. Le président de la République, à un moment donné, il doit décider. Ou il compose avec la classe politique, ou il prend ses responsabilités jusqu'à la fin de ses mandats, et l'histoire va le juger. Il choisit ses hommes, il forme son gouvernement, et il se met au travail. Et il supporte la responsabilité de tout ce qui se passe. C'est ce qu'il a fait jusqu'ici. Un gouvernement d'union nationale, moi je l'avais dit en son temps, il ne s'agit pas de changer un gouvernement ou un homme. Il s'agit de changer une vision. La vision présidentielle pose problème. L'accord d'Alger ne nous sortira pas. Signé en 2015, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu la paix? Il faut changer de cap. Tant qu'on ne change pas de cap, on a beau changer de gouvernement, on ne s'en sortira pas. C'est moi qui le dis. On doit aller cap sur quoi alors? Mais cap sur une conférence nationale, poser les problèmes. On a fait la Constitution de 92 à partir d'une conférence nationale. On a décidé ensemble, dans le Mali, dans toutes ses composantes, on a posé les vrais problèmes de la nation, on a trouvé des solutions, et c'est cette Constitution qui nous a sauvés. Lors du coup d'État de 2012, c'est la Constitution qui nous a sauvés. Actuellement, c'est la Constitution de 92 qui nous a sauvés. L'accord d'Alger n'a jamais dit, dans une page, n'a fait allusion à la Constitution de 92. Mais c'est omettre un peuple. La Constitution, c'est le peuple. Quand vous omettez le peuple, vous pouvez atteindre quel poste? C'est le peuple, c'est sous le fondement du peuple que vous êtes parti négocier à Alger. Mais prenez l'accord, vous ne verrez nulle part, vu la Constitution. D'accord, monsieur Sissoko. Mais cet accord ne peut pas marcher. Et c'est ça la mauvaise vision. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Monsieur Tounkara. C'est regrettable. Le peuple est au cœur de la résolution de cette question. Clairement. Non, je comprends le chemin que M. Sissoko... La nomination de Boubou est légale, mais irrégulière. Légale parce que conforme à la Constitution. Irrégulière parce que non conforme aux aspirations. D'accord. Monsieur Tounkara. C'est un bon philosophe, notre politologue. Mais je pense que le chemin dont M. Sissoko développe est partagé par un nombre important de Maliens. Mais sauf que le chemin il est problématique. En ce sens que... on se rappelle qu'en 2017, il y a eu quand même une sorte de conférence nationale, à l'issue de laquelle conférence, effectivement, les acteurs ont demandé de négocier, même avec Yada Gali et Hamadoun Koufa.
Or, on sait pertinemment que les partenaires du Mali ne veulent pas l'entendre de la sorte. Donc, c'est pour vous dire que aller demander les Maliens, tenir compte de leur point de vue, naturellement, cela serait contradictoire avec les acteurs qui sont au chevet du Mali. Donc, c'est pour vous dire que le Mali d'aujourd'hui n'est pas entre les mains des Maliens. Sommes-nous dans un pays sous tutelle? Tant du point de vue militaire, vous regardez l'aménagement, vous regardez la force conjointe G5 Sahel, toutes ces forces étrangères qui sont avec nous ici aujourd'hui, font que nos forces de sécurité et de défense dépendraient de ces différentes forces. C'est pour vous dire que aller à une conférence d'entente nationale et tenir compte des différentes recommandations qui vont en sortir, naturellement, serait de faire une table rase. À l'état actuel des choses, ça va être quasiment impossible. Monsieur Douara, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais surtout dire aux Maliens, au peuple malien pour lequel j'ai énormément de respect, que le Mali a besoin de tous ses fils pour se construire. Et pour ce faire, nous avons besoin de beaucoup d'humilité pour joindre les points. Mettons les orgueils de côté, mettons l'humilité en avant et mobilisons nos énergies. Merci beaucoup, M. Douara. Et cela met fin à ce débat sur la formation du nouveau gouvernement. Un grand merci à nos invités. Ali Tunkara, sociologue, Mamadou Sissoko, politologue, Mamadou Douara, sociologue. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en nom de Gagny Kanté. La régie est assurée par Noum Diré. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.